Hello guys, alors comment allez-vous? J'espère que vous allez tous bien et que tout se passe pour le mieux pour vous, que votre mois de février se passe bien et bref que vous allez bien sur le plan de la santé, des finances et si vous n'allez pas bien, comme je vous dis toujours, persévérez, priez et prenez courage, que Dieu vous vienne vraiment en aide parce que bon, tout n'est pas toujours parfait dans la vie. Même de mon côté, tout n'est pas parfait. Mais bon, on essaye d'aller de l'avant, voilà, d'espérer en des jours meilleurs. Alors, je vais vous faire une vidéo aujourd'hui. C'est les leçons que j'ai apprises en 30 ans. Parce que oui, bon, vous imaginez bien, en 30 ans, j'ai eu 30 ans derrière moi en fin 2023. Donc, voilà, je vais vous dire un petit peu ce que j'ai appris et ce que je dois encore perfectionner, bien sûr, parce qu'on apprend, mais une chose c'est d'apprendre, une chose c'est de le pratiquer en 30 ans. Voilà. Alors, la première chose que j'ai apprise et que j'ai confirmée, c'est que la famille est importante. La famille est importante, c'est important d'avoir une famille unie, d'avoir des membres de famille qui s'aiment. Et c'est pas seulement la famille, papa, maman, les enfants, mais aussi avec les cousins, les oncles, les tantes. Voilà, la famille élargie, comme on dit souvent, comme on entend souvent la famille en Afrique. C'est important d'avoir une famille unie et aussi une famille unie, des familles unies forment une société unie, forment des sociétés équilibrées. Je sais que dans nos familles, dans beaucoup de nos familles, ce n'est pas le cas. Il y a beaucoup de mésententes, il y a des familles aussi qui sont extrêmement toxiques. Ça aussi, j'en ai pris conscience, j'en suis consciente. Mais je parle en général que c'est important d'avoir une famille unis, d'avoir des membres de famille qui s'aiment. Je vous assure qu'il y a une joie, il y a une certaine joie vraiment quand peut-être tu as un événement, ça peut être un événement joyeux, ça peut être un événement malheureux et ça peut être un événement triste ou bien tu es un peu mal et que tu sais que tu peux compter sur un de tes frères, tu sais que tu peux compter sur une de tes soeurs, sur une de tes cousines. Je vous assure, même seulement pour t'écouter, ça donne vraiment du baume au cœur. C'est vrai qu'il y a des amis qui sont aussi comme des frères, qui sont aussi comme des sœurs. Mais dans ce cas, si je veux parler particulièrement de la famille, des gens avec qui vous avez un lien de sang, c'est vraiment fantastique. C'est vraiment waouh d'avoir vraiment une famille où des membres, où vous vous aimez, ce n'est pas forcément parfait, ce n'est pas forcément l'amour fou. Mais je vous assure que c'est vraiment important d'avoir une famille unie. Et déjà, même pour nous-mêmes, c'est-à-dire pour toi ou bien pour moi, en tant que parent ou futur parent, tu aimerais que tes enfants puissent s'entendre. Tu aimerais que tes enfants, quels que soient peut-être les petits, les malentendus, les mésententes qu'ils pourraient avoir entre eux, qu'ils puissent quand même trouver toujours le moyen de résoudre l'affaire de la situation, qui trouve le moyen de ne pas se braquer. Parce que parfois, si on se braque entre les membres entre nous, peut-être qu'on est déjà grand et tout. Mais je vous assure que lorsque aucun parent n'aimerait que ses enfants, quand il accouche ses enfants et tout, que ses enfants-là ne s'entendent pas. Et c'est toujours un grand malheur et une grande tristesse, et un grand pincement au cœur pour un parent de voir que ses enfants ne s'entendent pas, qu'ils sont complètement brouillés et qu'il a essayé de mettre à maintes reprises de l'air, je sais pas, de recoller même un petit peu les morceaux, que même le bonjour passe entre eux, mais que ça ne se fait pas quoi. C'est un grand malheur pour les enfants. Et moi je dis toujours, un adulte doit penser même plus tard, en tant que futur parent, est-ce que j'aimerais ça? Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'arranger la situation? Est-ce qu'il n'y a pas moyen, au moins qu'avec mon frère, avec ma soeur, qu'on ne puisse pas arriver au point de rupture complète? Et ça, je dis même pour plus tard en tant que parent, en tant qu'oncle, en tant que tante. Et aussi, il y avait un conte que j'avais vu quand j'étais petite. On disait, c'est un conte, maintenant je me rappelle plus exactement le tout, mais c'était un père qui avait 3 fils. Et il avait pris en fait des lianes pour les gens qui ont grandi, qui étudient au pays, qui ont fait l'école secondaire au pays. Il y avait en fait l'école primaire secondaire au pays. Il y avait des lianes en fait. Il avait dit à ses 3 fils, prenez ces lianes. Il avait attaché les 3 lianes, comme ça il avait attaché les lianes. Il avait dit, prenez ces lianes-là, essayez de les rompre. Ses fils étaient forts et tout. Le premier fils prend, il essaie de rompre, et ça ne se rompt pas. Le deuxième fils prend, il essaie de rompre, ça ne se rompt pas. Le troisième fils se dit que non, peut-être c'est lui qui va réussir. Il prend les lianes pour essayer de rompre, ça ne se rompt pas. Maintenant, le père il coupe les liens entre toutes les branches qu'il avait attachées. Et il dit maintenant, essayez de rompre les lianes. Quand ils prennent les lianes un à un, je dis toujours les lianes, les branches de bois un à un, ils réussissent à casser. Et le père leur dit,
Maintenant, vous voyez, si vous êtes seul, si chacun de vous est individuel, on va réussir à le rompre, on va réussir à le briser. Mais si vous êtes tous les trois, si vous êtes tous ensemble, vous allez être invincibles. Donc, on ne va pas réussir à vous détruire. Et ça, c'est aussi une des images où on dit souvent que l'union fait la force, quoi. Donc, la famille est importante, la famille c'est précieux, c'est important. Et il faut se souvenir de quelque chose pour pouvoir avoir tolérance envers la famille. Parce que je ne dis pas ça comme si c'était facile. Il y a des fois où les membres de ta famille t'énervent comme ça, jusqu'à ce que tu dis que pardon, ça passe ou ça casse, quoi. Mais il faut se souvenir que nous sommes des êtres humains imparfaits. Je suis imparfaite, tu es imparfait, ton frère ou ton cousin ou ta cousine est imparfait. Et des êtres humains imparfaits créent des relations qui ne seront pas parfaites, qui seront également imparfaites. Donc, il faut avoir beaucoup de tolérance, en fait. Il faut avoir beaucoup de tolérance. Et puis, il faut connaître aussi le background. Si peut-être X ou Y t'a dit quelque chose aujourd'hui, tu dois un peu regarder que, est-ce que par le passé, c'est vrai que les gens changent, hein, mais est-ce que en général, cette personne est finalement si mauvaise? Est-ce que peut-être elle passe par un mauvais moment? Est-ce que, au lieu de se dire directement que j'ai enfin vu son vrai visage, j'ai toujours su que la fille ne m'aimait pas. Donc c'est un peu ça, quoi. Il faut regarder un petit peu en général. Et quand je dis que les gens changent que ce soit bien ou en mal. Donc ça peut aussi être quelqu'un qui n'était pas forcément toujours gentil, mais peut-être la personne a pris conscience et est devenue, et décide en fait de prendre un chemin où elle va devenir meilleure. Je mets quand même une parenthèse pour des familles qui sont vraiment toxiques. C'est-à-dire, il y a eu des fois, j'ai eu à avoir des commentaires, même sur Internet, sur certaines pages, où quelqu'un te dit comment sa mère ou son père passe le temps à l'escroquer et qu'il y a un des parents en fait qui supporte seulement un des enfants et qui l'encourage dans cette escroquerie-là. Tu comprends vraiment qu'il y a un niveau et niveau. C'est-à-dire il y a vraiment les toxicités, c'est vraiment le high level, comme on dit. Ou bien, j'avais suivi l'histoire de je ne sais plus quel footballeur là, où on l'avait agressé à l'arme. Les gens avaient pointé l'arme sur lui et parmi lesquels il y avait son frère, quoi. Ah oui, maintenant je suis souvenue du nom du footballeur, mais je ne vais pas dire ça ici. Et pas seulement ce footballeur-là, il y a eu, je crois, 2 histoires comme ça, il y a des footballeurs où il y avait des familles vraiment qui sont vraiment, vraiment nocives. Dans ces cas-là, je crois que pour votre propre survie, voilà, il vaut mieux vraiment prendre des distances. Mais je parlais vraiment de le cas général où la famille, c'est vraiment quelque chose de bien. C'est vraiment quelque chose où, si possible, il vaut mieux préserver les liens. Alors, la deuxième chose que j'ai apprise en 30 ans et qu'il faut toujours que je perfectionne, c'est apprendre à tuer son ego. Apprendre à tuer son ego dans 2 sens. Le premier sens, c'est lorsque, pour atteindre un objectif, il faut que tu t'abaisses. C'est-à-dire que tu as peut-être en face de toi quelqu'un qui maîtrise un domaine que tu ne maîtrises pas. Et même si cette personne-là est impolie, même si cette personne-là parfois peut te manquer de respect, ou bien cette personne a cette air de supériorité-là, tant que tu restes fixé sur ton objectif, que peut-être c'est d'apprendre ceci en 1 an ou en 2 ans ou en 6 mois, et vu que la personne que j'ai devant moi, il n'y a qu'elle en fait pour le moment qui puisse m'épauler, qui puisse m'aider dans ce domaine-là. Alors même si cette personne-là se comporte parfois bizarrement, j'accepte de laisser de côté mon orgueil personnel, mon ego personnel et de me dire qu'ok, je vais me soumettre, je vais accepter et faire ce qu'il y aura lieu de faire. Même si c'est une personne qui est plus jeune que nous, même si c'est une personne qui a 10 ans, 15 ans, 20 ans de moins que nous, du moment où nous avons un objectif à atteindre, nous restons focus sur notre objectif. Et comme on dit aussi dans la Bible, tu examines toutes choses. Tu retiens ce qui est bien, tu laisses ce qui est mauvais. Donc, sa suffisance ou bien son droit, je ne regarde pas ça. Je reste focus. Et quand je dis aussi de tuer son ego, c'est dans le deuxième sens. Le deuxième sens, c'est dans le cas où c'est maintenant nous qui sommes la personne qui avons le plus de connaissances, la personne qui, nous sommes plus élevés au niveau intellectuel, au niveau social, au niveau, qui avons... Oui, au niveau financier aussi, que l'autre personne. Et nous avons maintenant en face de nous quelqu'un, on va dire, qui à ce moment-là de sa vie, la personne a peut-être moins de connaissances ou bien moins d'argent, ou la personne est moins équipée que nous. Dans ce cas-là aussi, nous ne devons pas être orgueilleux. C'est-à-dire parce que lorsque tu dépasses quelqu'un d'autre, il y a toujours ce petit sentiment-là qui peut parfois venir comme ça, que peut-être si tu dois expliquer, je prends juste le cas où tu dois expliquer les mathématiques à quelqu'un.
tu as tendance à vouloir toujours dire à la personne que, mais comment tu ne comprends pas que 1 plus 1 égale 2? Comment tu ne comprends pas que 2 plus 4 égale 6? Comment tu es bête comme ça, là? Mais ta tête est seulement trop dure. Comment même un enfant comprend ça? Même le chien, tu le mets dehors, il va comprendre. Donc, il y a toujours un peu ce sentiment-là de voilà, parce que voilà, toi, tu connais, tu comprends pas le fait que, mais comment l'autre ne comprend pas une chose qui est aussi simple que ça? Et parfois, ça peut faire que tu peux te mettre, tu peux rester là, tu rabaisses quelqu'un d'autre. Ça peut faire que, voilà, tu mines même l'estime personnelle de l'autre personne. C'est-à-dire l'autre personne peut se sentir finalement comme si elle était seulement bête, comme si elle était seulement idiote. Et si la personne est tellement sensible, ça peut vraiment rabaisser son estime personnelle, même pour d'autres domaines de sa vie. Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut vraiment travailler, sur lequel il faut vraiment faire attention. Et je ne dis pas ça seulement pour vous, je dis ça aussi pour moi, parce que parfois, je dis même moi, tout au long de ma vie, ça m'est parfois arrivé un peu que tu expliques peut-être quelque chose à quelqu'un, ou bien quelque chose, on ne comprend pas comment la personne fait pour ne pas comprendre telle ou telle chose, quoi. Et voilà. Et je fais juste une parenthèse pour dire, pour parler dans le cas des chrétiens. Les gens se lamentent souvent que beaucoup de chrétiens sont beaucoup dans le sens de jugement, beaucoup de chrétiens sont dans le sens de, voilà, du jugement, ou bien de se prendre parfois, se mettre parfois au-dessus des autres, se sentir parfois trop meilleur que les autres. Et là aussi, c'est quelque chose, c'est une chose sur laquelle il faut vraiment faire attention, parce que on ne dit pas il ne faut pas dire, par exemple, que quelqu'un qui a volé 500 euros dans une entreprise, c'est mauvais. Il faut dire que c'est mauvais. Voilà, on va pas dire que juste parce que, ouais, il faut pas me juger, il faut pas faire ceci. Il faut arrêter maintenant de dire ce qui est mauvais et ce qui est bien. Si tu as pris le mari de quelqu'un, c'est mauvais. Il faut qu'on dise que c'est mauvais. Voilà. Mais il ne faut pas que ça devienne, c'est-à-dire il faut essayer parfois de distinguer la personne de la faute qu'elle a commise. Dans le sens où, voilà, tu as peut-être volé. Mais il ne faut pas seulement dire que oui, les gens, c'est une voleuse, c'est une ceci, c'est-à-dire, ouvrez un peu. C'est-à-dire, c'est le fait de dire ce qui est mauvais, mais avec une condescendance sous-jacente là, qui est vraiment mauvaise. Parce que finalement, tu dis juste, c'est-à-dire, tu prends juste les gens comme de la racaille ou bien comme bref, comme une poubelle, quoi. Tu prends juste d'autres personnes comme une poubelle, en oubliant que toi-même, il y a des choses que tu as eu à faire. Peut-être que Dieu a gardé ça dans le secret, voilà, que Dieu n'a pas permis que tu sois exposé au monde, mais que toi-même, si on n'a pas bien regardé, ce n'est pas si bien que ça. Donc, tu as des squelettes dans ton armoire. Donc, vous voyez un peu. Donc, c'est éviter. Je ne dis pas qu'il ne faut pas dire que X ou Y chose est mauvaise, mais lorsqu'on parle lorsqu'on parle de quelqu'un, ou bien lorsqu'on est en train de dire peut-être que oui, telle ou telle personne, soit ne croit pas, ou bien ceci, il y a une manière de faire, il y a une certaine approche à avoir pour ne pas avoir cet orgueil-là, cette condescendance-là. Donc, vous voyez, surtout parce que parfois les gens peuvent décider de changer. Peut-être tu peux accuser que, ah, telle-là, c'est une prostituée. Alors que peut-être elle a été dans certaines conditions dans sa vie qui l'ont portée à là. Je ne dis pas que la prostitution est bien. Voilà. Mais elle a peut-être eu des conditions où peut-être toi-même, si tu te retrouvais là-dedans, demain, mais si tu t'étais retrouvé dans cette situation-là, on ne sait même pas si tu aurais fait pire. Donc, vous voyez, c'est un peu ça. Donc, tuer son ego. La troisième chose dont je vais parler ici, et là je crois que quel que soit l'âge que vous allez vraiment vous reconnaître, c'est quand tu arrives à 30 ans, que tu es autour de 30 ans, ou bien même si tu as dépassé 30 ans, il faut chercher à avoir une discipline financière. L'argent c'est le nerf de la guerre, money, money, money. Quand tu es autour de 30 ans, il faut savoir quelles sont tes entrées, quelles sont tes dépenses, quelle est l'épargne que tu réussis à avoir à la fin du mois. Si possible, avoir une seconde, troisième, quatrième source de revenus, si possible. Mais déjà, même si tu as seulement une source de revenus, lorsque tu arrives à 30 ans, il faut pouvoir avoir ne serait-ce qu'un minimum d'une épargne. Alors, pour pouvoir gérer le lendemain, pour pouvoir gérer les coups durs. Parce que les coups durs dans la vie, il y en a toujours. Moi, même si je vous raconte certaines choses là maintenant qui sont personnelles, laissez-moi dire que, Ivana, vraiment, la vie n'est pas facile. Donc, bref,
Lorsque tu arrives à 30 ans, comme je disais, il faut avoir une certaine discipline financière. Alors, je ne suis pas une experte en finance, je ne suis pas banquière et tout, je n'ai pas fait économie. Mais je connais, disons, on va dire le b.a.-ba, le minimum. Et puis, il y a sur YouTube beaucoup de chaînes de finance bien qui expliquent vraiment beaucoup de choses par rapport à la gestion de l'argent. Mais de ce que je sais et de ce que je sais aussi du résumé d'un livre que j'avais lu, L'homme le plus riche de Babylone. En fait, il disait par exemple dans son livre que il faut économiser au moins 10% de son revenu. Alors, avec le temps, vous allez vous rendre compte, si vous essayez ça, que 10% du revenu, c'est vraiment peu. Je vous assure, si vous voulez à la fin de l'année avoir quelque chose, vous pouvez commencer avec 10% si peut-être vous avez vraiment beaucoup de choses à payer, peut-être vous avez des dettes à gérer ou bien que vous avez vraiment, je sais pas, des personnes en charge. Et du coup, c'est vraiment compliqué de pouvoir épargner plus. Mais sinon, je conseillerais au moins 15% de votre revenu. D'autres diront 20%. Voilà, ce qui est meilleur si vous restez vraiment 20%. D'autres personnes qui sont vraiment plus, c'est-à-dire qui sont vraiment des pros, comme par exemple Philippe Simon d'investir au Péri, il va dire peut-être 30%, bien il y a une vidéo, il parlait de 50% de son revenu, quoi, qui est arrivé une fois même, je crois, à avoir économisé même plus de 50% de son revenu. Donc, bref, si vous arrivez en fonction de vos circonstances, en fonction de votre vie, en fonction de, voilà, des choses que vous allez à gérer, mais cherchez quand même au moins à épargner, si pas 10%, au moins 15% de votre revenu. Parce que comme je vous dis, surtout si vous avez les gens au pays, c'est au moment là que tu vas entendre qu'il y a tel qui est malade. Il faut bien que tu puisses faire quelque chose. Tu ne vas pas abandonner quelqu'un, que ce soit un membre de la famille, ou bien voilà, quelqu'un d'un parent dans une difficulté financière, ou bien dans la maladie. C'est au moment là que tu entends que oh, il y a peut-être que telle la toiture qui est au village et tout, il faut qu'on puisse réparer la toiture. Il faut pouvoir avoir un moyen en fait de pouvoir subvenir à ces besoins-là. Bien que tel a accouché, il faut que, mais il n'a pas l'argent. Peut-être le gars avec qui elle a fait l'enfant l'a abandonné. Bref, des situations comme ça. Ou bien son mari a perdu le travail. Donc, il y a beaucoup de situations comme ça qu'il faut pouvoir gérer. C'est vrai que l'épargne, le must, ce serait vraiment que, genre que tu as une épargne pour toi et que tu as une petite somme à côté pour pouvoir gérer les imprévus. Mais vu que ce n'est pas toujours possible et qu'on a des situations, voilà, qu'il faut parfois trouver le moyen de gérer comme ça. L'essentiel, c'est que... Et puis, c'est même pas forcément les autres. Parfois, même toi-même, tu peux avoir une situation imprévue. Peut-être tu as ta voiture qui tombe en panne. Ou bien peut-être toi-même, tu es peut-être malade. Donc, voilà, il faut toujours avoir une petite épargne pour les jours futurs. Voilà. Et ce que je voudrais ajouter ici, c'est que même dans la gestion de l'argent, souvent, on explique plusieurs livres et même des vidéos expliquent souvent par rapport à la gestion de l'argent. On voit souvent l'argent comme si c'est juste quelque chose de mathématique, comme si c'est juste quelque chose de rationnel. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la personne derrière la gestion de l'argent, c'est une personne qui est émotionnelle. C'est une personne qui a des sentiments, qui a des émotions et elle n'est pas, en fait, ce n'est pas une machine, en fait, qui calcule. Donc, ce que je voudrais dire ici, c'est que parfois, tu vas peut-être prévoir... Attendez, comment je vais expliquer ça? Voilà, tu vas peut-être prévoir d'aller au supermarché et de dépenser 40 euros. Seulement que tu peux arriver au supermarché pour dépenser tes 40 euros. C'est au moment-là que on te dit que non, il y a une offre sur la tomate. Une offre exceptionnelle qui finit le lendemain, bien qui finit le jour même. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu suis ta feuille de route pour te limiter seulement aux choses que tu avais achetées? Ou bien, est-ce que tu vas peut-être dire que non, tu vas profiter pour acheter le max de tomates parce que de toute façon, la tomate sert toujours. Donc, il y a ces raisonnements qu'il faut avoir. Il y a des cas où peut-être ce sera bénéfique d'acheter, pas forcément toute la tomate du supermarché, mais bénéfique d'acheter peut-être quelque chose qui est en promo. Il y a des cas où il faudra raisonner pour dire que non, j'ai prévu de gérer mon budget de telle manière, je me tiens à cela. Et ne pas dépasser. Ou bien, comme je disais, les personnes sont émotionnelles. Tu passes devant une vitrine, tu dis, oh, j'ai vu la chaussure ici, la chaussure m'a toujours plu. C'est une chaussure qui a couleur chair, comme j'ai toujours voulu et tout, je n'en ai pas. Réflexion. Est-ce que la chaussure couleur chair là te sert vraiment? Couleur marron, ou bien la chaussure là, voilà, qui est peut-être bleu ciel, ou bien telle, voilà, une couleur que tu n'as pas. Est-ce que ça te sert vraiment? Est-ce que tu n'as pas d'autres paires de chaussures dans ton armoire que tu peux porter? Ça vaut pour que ce soit un talon ou bien, je dis talon parce que les femmes souvent on est très, voilà,
Mais ça peut aussi être pour un homme, que non, j'ai telle chaussure là, j'ai telle cérémonie, peut-être dans 6 mois, mais tu vois, il y a une chaussure qui est en promotion aujourd'hui, tu dis que tu vas acheter ça absolument, alors que peut-être tu as vraiment d'autres possibilités dans ton amour, bien que tu peux manager. Peut-être tu as une chaussure là qui est un peu vieille, mais voilà, c'est pas complètement gâté. Tu peux dire plutôt que tu as acheté un peu de cirage. Quand il faut payer, tu scies un peu ta chaussure là. Et voilà, le tour est joué. Tu n'as pas besoin de faire des achats en fait compulsifs, juste par émotion et tout et tout. Donc, même dans la gestion de l'argent là, il faut savoir gérer ses émotions.